relativité n'ont aucune signification, seulement quand je regarde les choses de mon point de vue, c'est-à-dire quand je regarde les choses sur la Terre du point de vue de Paris, bon, bah, ça m'intéresse de dire Moscou est à, je sais pas, 7000 km de Paris, c'est intéressant. Et je vais repérer les chiffres, je vais dire Moscou, 7000 km. Mais si j'habite en Australie, ça n'a plus aucun sens pour moi. Ben, c'est pareil, dans l'espace-temps, je vais dire, bon, ben, cette galaxie, je vais arriver à définir une notion d'espace et de temps qui m'est personnelle en disant elle est à 3 milliards d'années-lumière de moi. Mais pour quelqu'un d'autre, entre cette galaxie et moi, il y aura 1 milliard d'années-lumière. C'est des choses complètement arbitraires, l'espace et le temps en relativité, de la même manière que les coordonnées, par exemple, sur la Terre. Et la covariance, c'est ça. C'est dire que la vraie réalité est complètement indépendante des représentations qu'on en donne. Une autre question de ce côté. Oui, bonsoir. J'aurais juste 2 questions. La loi de la gravitation qui avait été établie en fonction de champs magnétiques, éléments, forces, tels que vous en avez parlé, est-ce que cette loi de gravitation risque d'être modifiée par tous les nouveaux champs magnétiques qui sont créés actuellement par les outils modernes ? Alors, magnétique et gravitation, pour le moment, on les distingue vraiment. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des forces de genre électromagnétique d'un côté, des forces de genre gravitationnel de l'autre. D'ailleurs, celles-ci, on va les décrire par la relativité. Mais qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux. C'est-à-dire que vous ayez ou non des champs magnétiques ou électromagnétiques, ça ne va rien changer aux lois de la gravitation et vice-versa. Ce sont 2 choses qui sont censées être indépendantes. Cela dit, est-ce que dans une future théorie, on ne s'apercevra pas que l'électromagnétisme et la gravitation sont les 2 facettes d'un même phénomène ? Peut-être, parce qu'au XIXe siècle, par exemple, enfin disons avant le XIXe siècle, on pensait par exemple que l'électricité et le magnétisme étaient 2 phénomènes complètement indépendants. Au XIXe siècle, justement, avec Maxwell, on s'est aperçu que électricité et magnétisme étaient les 2 facettes d'un seul phénomène qui s'appelle l'électromagnétisme. Bon, aujourd'hui, on considère l'électromagnétisme et la gravitation comme 2 phénomènes indépendants. Est-ce que dans un siècle, nos successeurs ne diront pas ces 2 facettes d'un phénomène qu'on appellera gravito-électromagnétisme? Je ne sais pas. C'est possible, et en fait, il y a des gens qui cherchent dans ce sens, dans le sens de ce qu'on appellerait une théorie grande, unifiée, incluant la gravitation. Pour le moment, ça ne se dessine pas tellement comme ça, mais c'est une possibilité qu'on peut envisager. Et deuxième petite question, la masse obscure qui est non identifiée, qui représente 70%, est-ce qu'elle est dans le monde supralunaire ? Bien entendu, oui. Je pense que Aristote aurait dit ça, parce que cette masse, puisqu'elle est obscure, ou sombre, ou invisible, c'est parce qu'on ne l'observe pas. Mais si on croit qu'elle est là, c'est parce qu'on observe des effets qu'on ne sait pas expliquer autrement qu'en invoquant sa présence. Or, ces effets, ce sont des effets que l'on observe dans les galaxies, dans les amas de galaxies essentiellement, donc clairement dans le ciel, ce que Aristote aurait qualifié de monde supralunaire, bien entendu. Une question sur la droite. La géométrie appartient à l'espace-temps ou est extérieure à l'espace-temps? Bon, très bonne question, mais je dirais qu'il ne relève pas vraiment de la physique. C'est-à-dire, le physicien, il se dit, j'ai l'espace-temps physique. Donc, quand je fais de la relativité, je suppose qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'espace-temps physique, et je le représente par un certain espace-temps géométrique aux propriétés mathématiques bien définies. Alors maintenant, si vous voulez savoir quelle est la nature de cette représentation, c'est-à-dire, est-ce que vous allez dire l'espace-temps s'identifie à sa représentation mathématique, ou bien quel est le rapport entre les deux? Ça, c'est le travail de l'épistémologue. Mais ça se pose à propos de tout. Ça se posait déjà à propos de l'espace newtonien. Et là, par exemple, je crois que celui qui a été le plus loin, c'est le philosophe Emmanuel Kant dans cette interprétation. Mais vous pouvez avoir, si vous voulez, à ce propos, je dirais, toute une variété
de positions dont les deux extrêmes sont ce qu'on appelle le substantialisme et le relationnisme. Du point de vue substantialiste, vous allez dire, vraiment, il existe un objet physique, presque matériel, qui s'appelle l'espace-temps et qui a des propriétés physiques. Bon, je ne peux pas le toucher, mais c'est tout juste. Du point de vue relationnel, au contraire, et c'est un point de vue qui remonte à Leibniz, en passant par Mach, Einstein lui-même d'ailleurs, et qui reprend beaucoup d'intérêt, qui est très... qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt aujourd'hui en physique. Selon ce point de vue relationniste, il n'y a pas un objet qui s'appelle l'espace-temps, ou comme on l'aurait dit au temps de Newton pour simplifier, il n'y a pas un objet qui s'appelle l'espace, mais ce qu'on appelle l'espace, c'est simplement l'ensemble des relations mutuelles entre tous les objets. C'est-à-dire, c'est vrai, par exemple, plutôt que de dire cette bouteille occupe tel point dans l'espace, je peux dire cette bouteille est à 20 cm de ce micro, 30 cm de ce verre, 50 mètres du coin là-bas, etc. Et je peux le repérer comme ça. C'est-à-dire, je peux, au lieu de dire cette bouteille occupe un point dans l'espace, je peux dire cette bouteille a telle et telle relation avec tous les autres objets, et j'aurai finalement exprimé la même information. Et je vous ferai remarquer d'ailleurs que je parlais tout à l'heure du système GPS, quand vous vous repérez par rapport à un système GPS, c'est exactement ce que vous faites. Le GPS, il vous dit pas, voilà, vous êtes sur la Terre à tel endroit, à telle altitude. Non, le système GPS, il vous dit, vous êtes à telle distance du satellite numéro 1, à telle distance du satellite numéro 2, puis ensuite il y a un petit logiciel qui convertit ça, parce que le logiciel sait où sont les satellites par rapport à la Terre, et avec des petits calculs de simple géométrie, encore bien entendu, il convertit ça en vous disant, ben voilà, vous êtes latitude temps, longitude temps, à telle altitude. Mais ce que mesure vraiment, c'est il se repère par rapport à tous les autres objets. Et en relativité, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que des distances, il n'y en a pas, des longueurs, il n'y en a pas, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est mesurer justement des propriétés de certains rayons lumineux, c'est-à-dire vous envoyez un signal, vous le recevez, et en fait tout ce que vous pouvez mesurer, c'est combien de temps il s'est découlé, non pas pour le rayon lumineux, parce que pour le rayon lumineux d'ailleurs il s'est écoulé 0 seconde, mais combien de temps il s'est écoulé dans votre temps propre, entre le moment où moi j'envoie le rayon lumineux, et le moment où le satellite me le renvoie. Ça, je sais le mesurer, parce que c'est mon temps propre à moi, ça a un sens. Si c'est quelqu'un d'autre qui le mesurait, ça aurait un autre sens, mais je m'en fiche. Moi, je sais mesurer ça, je sais le mesurer pour tous les autres satellites, et à partir de tout ça, je sais reconstituer ma position dans l'espace-temps par rapport aux autres satellites, et avec un petit logiciel, j'en déduis ma latitude, ma longitude et mon altitude. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Une question au centre. Selon certains physiciens,